Quand les historiens évoquent l'Iowa de 1856, ils s'attardent généralement sur ce qui se passait en surface. L'expansion vers l'ouest, les nouvelles colonies qui poussaient comme des champignons le long de la frontière et des communautés pionnières bâtissant leurs premières structures permanentes. Mais la vraie histoire, celle qui n'a guère dépassé les colonnes d'un seul article de journal, celle qui même aujourd'hui dort enfouie dans des notes d'archives, a commencé sous la surface. Elle a débuté par un simple ordre de construction. Des ouvriers reçurent la consigne de creuser une cave pour le nouveau bâtiment du gouverneur Grimes, à l'angle de Main Street et Valley Street. L'objectif était limpide, creuser les fondations, préparer le terrain, mettre le site en état d'accueillir les travaux. Mais dès l'instant où les ouvriers commencèrent à défoncer la terre iowaenne, quelque chose d'inattendu se produisit. Ils heurtèrent quelque chose de solide qui n'aurait pas dû se trouver là. Ils percèrent une couche que personne n'avait touchée de mémoire d'homme. Sous la terre de la prairie, à une profondeur qui n'avait rien de naturel, les équipes découvrirent une voûte arquée d'environ 3 mètres de côté. Sa construction était singulière, sa destination obscure, et ce qu'elle contenait ne correspondait à rien dans les registres de colonisation du territoire de l'Iowa. Cette structure n'aurait pas dû exister là. Le journal en fit mention une seule fois, un bref article dans la presse locale, neutre, presque anodin. Mais dans les semaines qui suivirent, quelque chose d'étrange se produisit. L'histoire s'évanouit. Pas d'article de suivi, pas d'examen scientifique, pas d'enquête officielle, juste le silence. L'explication officielle, lorsque quelqu'un daignait en proposer une, balayerait plus tard tout cela d'un revers de main, peut-être des restes amérindiens ou simplement des récits de pionniers grossis par la légende. Rien d'inhabituel, rien qui méritât d'être préservé. Pourtant, le compte-rendu original du journal de 1856, celui qui subsiste encore dans quelques archives, raconte autre chose. Il décrit des ouvriers debout au bord d'une voûte aux murs épais de 35 cm, maçonnés avec du ciment ou quelque autre mortier jugé indestructible. Une technique de construction qui ne ressemblait à rien de ce que les pionniers bâtissaient dans l'Iowa de 1856. Et à l'intérieur de cette voûte, 8 squelettes humains. Pas des restes ordinaires. Des squelettes aux proportions gigantesques, mesurant entre 2,50 m et 3 mètres, décrits comme les ossements les plus imposants jamais découverts. Et plus on cherche à comprendre ce qui s'est passé ensuite, plus l'histoire cesse d'avoir l'air d'une simple découverte archéologique, pour ressembler à des preuves méthodiquement enterrées, dissimulées et délibérément effacées. Au début, l'équipe de construction chercha à comprendre ce qu'elle avait trouvé de la manière la plus simple possible. Peut-être une ancienne cave de stockage ou une chambre funéraire d'un établissement antérieur dont ils n'avaient pas connaissance. Mais au fur et à mesure qu'ils dégageaient la terre et exposaient la structure dans son intégralité, les incohérences se multiplièrent. Pourquoi une voûte sous une prairie iowaenne vierge? Pourquoi était-elle construite avec une telle solidité, des murs de 35 cm d'épaisseur et un mortier que les ouvriers qualifiaient d'indestructible? Pourquoi l'architecture en arc, une technique sophistiquée qui exigeait des connaissances en ingénierie bien au-delà des simples pratiques funéraires? Et la question qui taraudait même les pionniers les plus terre-à-terre, pourquoi ces restes étaient-ils si colossaux? L'Iowa de 1856 était à peine colonisée. Le territoire n'avait obtenu son statut d'État qu'une décennie plus tôt. Pourtant, la voûte découverte sous le chantier du gouverneur Grimes semblait avoir été conçue pour des occupants bien plus grands que tout être humain connu. Le compte-rendu du journal est formel. 8 squelettes, tous aux proportions gigantesques, tous dans un bon état de conservation, tous mesurant entre 2,50 m et 3 mètres. Les ouvriers s'avouèrent entre eux que rien dans cette découverte ne correspondait à leur représentation des peuples qui avaient vécu sur ces terres avant eux.
Et même si aucun d'eux n'employait des termes comme race perdue ou géant antique, ils reconnaissaient quelque chose de tout aussi dérangeant. Quelqu'un d'une taille extraordinaire avait été inhumé ici, avec grand soin, dans une structure bâtie pour traverser les siècles. Lorsque l'équipe de fouilles eut entièrement dégagé la voûte de Main et Valley Streets, ce qu'elle découvrit ne se comportait pas comme un site funéraire ordinaire. Ce n'était pas un simple trou creusé dans la terre, c'était de l'architecture raisonnée. La première anomalie, c'était l'arc lui-même. La construction en arc nécessite des mesures précises, une pose soigneuse des pierres ou des briques et une compréhension de la répartition des charges. Ce n'est pas une technique qu'on utilise pour un enterrement expéditif, c'est une technique qu'on emploie quand on bâtit quelque chose destiné à durer des siècles. Et pourtant, la voilà, enfouie sous la prairie iowaenne, dans un endroit où aucune implantation permanente n'était censée avoir existé. Les murs faisaient 35 cm d'épaisseur. Ce n'est pas une chambre funéraire. C'est de la construction défensive. C'est le genre d'épaisseur qu'on adopte quand on cherche à protéger quelque chose d'une pression immense, du poids de la terre au-dessus, du temps qui passe. Et ce mortier, les ouvriers le qualifièrent d'indestructible. Pas friable, pas affaibli par l'humidité ou le gel, indestructible. Cela suppose un liant bien plus élaboré que tout ce dont disposait l'Iowa pionnier en 1856. Cela suppose une maîtrise de la chimie, des matériaux, de techniques de construction dont on ne trouve aucune trace chez les peuples censés avoir occupé ces terres. En pénétrant prudemment dans la voûte, les ouvriers en précisèrent les dimensions. 3 mètres de côté, 1,80 m de profondeur depuis la base de l'arc. Assez grand pour abriter 8 squelettes imposants, disposés avec intention, préservés à dessein. Ce n'était pas un charnier né d'une guerre ou d'une épidémie, c'était une chambre funéraire délibérément conçue, érigée par des gens qui maîtrisaient l'ingénierie et avaient leur raison de construire du durable. Vint ensuite la découverte qui suscite encore le débat aujourd'hui, les squelettes eux-mêmes. 8 individus, tous aux proportions gigantesques, mesurant tous entre 2,50 m et 3 mètres. Le journal ne cherche pas à dramatiser. Il expose les faits crûment, presque cliniquement. Les ossements les plus imposants jamais découverts. Officiellement, l'archéologie classique balaya plus tard ces témoignages, les attribuant à l'exagération caractéristique des pionniers, à des os d'animaux mal identifiés, ou simplement à des canulars. Mais rien dans la découverte iowaenne de 1856 ne correspond à ce schéma. Il ne s'agissait pas d'un squelette isolé, signalé par un témoin peu fiable. Il y en avait 8, découverts par plusieurs ouvriers, examinés par suffisamment de monde pour qu'un journal se sente en mesure de publier des mesures précises. Les restes étaient décrits comme étant dans un bon état de conservation, ce qui est loin d'être anodin. Cela signifie que la voûte avait accompli ce pourquoi elle semblait avoir été conçue, protéger ses occupants de la décomposition, des éléments, de l'usure du temps. L'ingénierie avait fonctionné. Quelle que soit la civilisation qui avait bâti cette chambre, elle savait exactement ce qu'elle faisait. Mais voici ce qui rend la découverte iowaenne particulièrement gênante pour les thèses en vigueur. Les squelettes n'étaient pas des ossements épars, c'étaient des squelettes complets, disposés avec une intention manifeste, préservés avec un soin évident. C'était un enterrement en bonne et due forme, accompli par une société disposant des ressources, des savoirs et de la motivation nécessaire pour bâtir une architecture permanente en l'honneur de ses morts. Et si les mesures étaient exactes, si ces restes atteignaient réellement entre 2,50 m et 3 mètres, alors nous avons affaire à la preuve d'une population humaine qui ne trouve sa place nulle part dans la chronologie admise de l'histoire nord-américaine. Alors que la nouvelle de la découverte aurait dû se répandre, quelque chose d'étrange commença à se produire. L'histoire ne prit pas d'ampleur, elle se rétracta. Aucune expédition scientifique ne vint étudier la voûte. Aucun représentant de la Smithsonian Institution
ne se déplaça pour collecter les restes. Aucun article de suivi ne décrivit ce qu'il advint des squelettes ou de la structure qui les avait abrités. La découverte s'effaça tout simplement des archives publiques. La voûte fut vraisemblablement comblée au fur et à mesure que le bâtiment du gouverneur Grimes avançait. Les squelettes, s'ils furent préservés, disparurent dans des collections privées ou des entrepôts qui ne laissèrent aucune trace écrite. On pourrait invoquer la simple pragmatique de la vie sur la frontière. L'Iowa de 1856 ne disposait d'aucune institution archéologique établie, d'aucun musée prêt à accueillir de telles trouvailles. Mais cela n'explique pas pourquoi la découverte ne fut pas signalée aux sociétés scientifiques de l'Est, pourquoi aucune mesure détaillée ne fut prise, pourquoi aucune photographie ne fut réalisée une fois que la technologie le permit. Les décisions portant sur ce qu'il convenait de préserver et ce qu'il fallait enterrer semblaient obéir à une logique. Les découvertes qui remettaient le plus directement en cause l'histoire officielle étaient celles qui disparaissaient le plus vite. Les squelettes gigantesques ne furent plus jamais vus. La voûte indestructible fut recouverte. Même le compte rendu du journal finit par être une note de bas de page, rarement citée, facile à écarter. Ce qui confère à la voûte iowaenne une importance particulière, c'est qu'elle ne fut pas un cas isolé. Tout au long du XIXe siècle, aux quatre coins de l'Amérique, des découvertes similaires continuèrent d'alimenter les journaux locaux avant de disparaître des archives officielles. Wisconsin, 1891. Des enquêteurs signalèrent des tumulus funéraires renfermant des squelettes de taille inhabituelle. Les restes furent expédiés à Washington. Jamais exposés, jamais étudiés publiquement, jamais mentionnés dans aucune publication. Ohio, tout au long du XIXe siècle, des dizaines de comptes rendus de journaux décrivent l'ouverture de tumulus anciens, révélant des squelettes mesurant entre 2,10 mètres et 2,70 mètres. Certains s'accompagnaient de descriptions détaillées d'artefacts, d'ornements en cuivre et de pratiques funéraires sophistiquées. La plupart de ces trouvailles s'évanouirent dans les mois suivant leur découverte. Kentucky, Tennessee, Pennsylvanie, le même scénario se répète. Découverte locale, brève mention dans la presse, puis silence. Les restes disparaissent. Les tumulus sont détruits par l'agriculture ou l'urbanisation. Les preuves s'envolent avant que quiconque puisse mener une étude systématique. Quand on cartographie ces découvertes, quelque chose de troublant saute aux yeux. Elles se concentrent le long des vallées fluviales, à proximité des grandes voies navigables, dans des endroits qui évoquent une population étendue, non des anomalies disséminées. Elles apparaissent dans des structures funéraires travaillées, non dans de simples fosses. Elles témoignent d'une métallurgie avancée, d'une construction sophistiquée et de pratiques culturelles qui ne correspondent à aucune tradition amérindienne reconnue. L'explication conventionnelle, exagération de pionniers, mastodontes mal identifiés, ou canulars. Mais cette explication nous oblige à croire que des centaines de témoins indépendants, dans plusieurs États, sur plusieurs décennies, ont tous commis la même erreur ou ont tous participé au même complot. Elle nous force à ignorer les preuves architecturales, la construction de la voûte, les artefacts retrouvés avec les ossements. Ce qui est arrivé aux géants de l'Iowa et à des centaines de découvertes similaires ne relevait pas de la négligence fortuite. C'était une suppression méthodique, non pas par conspiration, mais par contrôle institutionnel, par les décisions discrètes des musées et des universités concernant les preuves qui méritent d'être étudiées et celles qu'on peut prudemment ignorer. Lorsque les institutions collectèrent des artefacts à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, elles s'appuyaient sur un récit bien établi de la préhistoire américaine. Les Amérindiens étaient arrivés par le pont terrestre de Bering relativement récemment. Ils s'étaient développés en vases clos, coupés des civilisations de l'Ancien Monde. Ils n'avaient rien bâti de permanent ni de monumental avant le contact européen. Toute découverte qui remettait ce récit en cause posait un problème.
Des squelettes gigantesques suggéraient une population différente, une chronologie différente, une toute autre histoire. Alors, ces découvertes furent archivées de façon à en rendre l'accès malaisé, stockées dans des locaux à l'abri des regards, ou tout simplement noyées dans l'immensité des collections, vouées à l'oubli. Il ne s'agissait pas d'une destruction active, c'était un effacement passif, le genre qui advient quand des institutions décident que certaines questions ne valent pas la peine d'être posées, que certaines preuves ne méritent pas d'être conservées, que certains chapitres de l'histoire n'ont pas lieu d'être racontés. Quand on prend du recul et qu'on examine ce que la découverte iovéenne a réellement mis au jour, indépendamment des démentis et des explications ultérieures, un tableau cohérent se dessine. Des méthodes de construction sophistiquées, une architecture permanente, des pratiques funéraires qui témoignent d'une organisation sociale et d'une complexité culturelle, et des ossements humains dont la taille ne cadre pas avec les modèles acceptés. La voûte elle-même attestait d'une maîtrise de l'ingénierie. La conception en arc requiert une compréhension de la distribution des forces. Les murs de 35 cm évoquent l'expérience des structures portantes. Le mortier indestructible suppose une science avancée des matériaux. Rien de tout cela ne colle avec les campements provisoires et les installations saisonnières attribuées aux habitants pré-européens de l'Iowa. Les squelettes posaient un problème tout aussi épineux pour les chronologies admises. Si les mesures étaient exactes, on se trouvait face à la preuve d'une population humaine atteignant entre 2,50 m et 3 mètres. Non pas des individus atteints d'acromégalie dont les squelettes présenteraient des déformations caractéristiques, mais une population entière, plusieurs individus, tous d'une taille exceptionnelle, tous inhumés ensemble dans une intention culturelle manifeste. Et la conservation des restes laissait entendre que les bâtisseurs de la voûte avaient atteint leur objectif. Les corps avaient été protégés, la chambre avait tenu, l'ingénierie avait survécu à ce qui représentait sans doute des siècles, peut-être des millénaires d'enfouissement. Ce qui nous ramène à la question à laquelle aucune archive officielle, aucun manuel scolaire, aucune histoire conventionnelle n'a jamais répondu de façon satisfaisante. Que sont devenus les 8 squelettes découverts dans l'Iowa en 1856? Ont-ils été réenterrés lorsque les travaux ont repris? Ont-ils rejoint quelques collections privées? Ont-ils été délibérément détruits pour éliminer des preuves incompatibles avec le récit officiel? Nul ne le sait, parce que personne dans les sphères institutionnelles n'a jugé bon d'établir un registre précis. Pourquoi une voûte funéraire sophistiquée a-t-elle été construite sous la prairie iovéenne? Qui possédait les connaissances nécessaires pour ériger une architecture permanente avec des voûtes en arc et un mortier indestructible? Pourquoi 8 individus aux proportions gigantesques ont-ils été inhumés ensemble avec un tel soin? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Ce sont des lacunes factuelles que l'archéologie conventionnelle n'a jamais comblées, préférant rejeter en bloc toute la catégorie des découvertes de géants, plutôt que d'examiner les preuves spécifiques de chaque cas. Lorsqu'on examine la découverte iovéenne aux côtés de centaines de trouvailles similaires du XIXe siècle, une hypothèse troublante prend forme. Et si l'Amérique du Nord avait été habitée par une population que nous ne reconnaissons plus, et si cette population avait bâti des structures permanentes, développé des techniques de construction avancées et atteint un niveau de sophistication culturelle qui ne figure pas dans notre chronologie officielle. Et si les tumulus disséminés dans le Midwest n'étaient pas de simples tertres funéraires, mais les derniers vestiges visibles de complexes architecturaux qui furent méthodiquement démantelés, labourés et effacés par l'expansion européenne. Et si les squelettes gigantesques n'étaient maintenant pas des anomalies, mais les traces d'une population distincte ayant existé avant, pendant ou parallèlement aux ancêtres des tribus amérindiennes actuelles. Les preuves d'une telle civilisation existent, mais par fragments, des comptes rendus de journaux qui ne furent jamais suivis d'enquête,
des collections muséales qui ne furent jamais cataloguées, des découvertes réenterrées avant qu'une étude systématique puisse avoir lieu. Elles existent dans les lacunes, dans les silences, dans les questions que l'archéologie institutionnelle a choisi de ne pas poser. Les ouvriers qui découvrirent la voûte ioéenne en 1856 avaient le choix. Ils auraient ni pu interrompre les travaux, réclamer un examen scientifique, préserver la structure et son contenu pour une étude approfondie. À la place, ils la comblèrent vraisemblablement, poursuivirent la construction et laissèrent la découverte sombrer dans le folklore local. Ce n'était pas de la malveillance, c'était du pragmatisme. Le gouverneur Grimes avait besoin de son bâtiment. L'économie de la frontière ne souffrait pas les délais archéologiques. Et en 1856, il n'existait aucun cadre permettant d'interpréter ce qu'on venait de trouver. Aucune institution prête à le conserver, aucun récit susceptible de l'accueillir. Ce qui est plus difficile à expliquer, c'est pourquoi les générations suivantes ne sont jamais revenues enquêter. Pourquoi aucune équipe archéologique du XXe siècle n'a fouillé le site à la recherche de preuves subsistantes? Pourquoi la découverte est restée une note de bas de page plutôt que de devenir le point de départ de questions plus profondes sur la préhistoire de l'Iowa? La réponse est peut-être inconfortable, car si les géants de l'Iowa étaient réels, si les mesures étaient exactes, si la voûte attestait d'une ingénierie avancée, alors tout le récit admis de la préhistoire nord-américaine commence à se lézarder, et parfois il est plus commode de préserver un récit simple que d'accepter des preuves qui exigent de tout réécrire. Ce qui nous amène à la question ultime de cette enquête, celle à laquelle aucune archive officielle, aucune publication institutionnelle, aucun historien de la grande école n'a jamais vraiment répondu. Pourquoi les découvertes de géants ont-elles été méthodiquement effacées de l'histoire? Car quand on prend du recul, le schéma devient impossible à ignorer. Les squelettes gigantesques furent perdus, les structures funéraires sophistiquées furent comblées, les comptes rendus de journaux furent balayés, les archives institutionnelles furent rendues inaccessibles, et même les photographies, lorsqu'elles existaient, disparurent des collections ou furent écartées comme des faux, sans qu'aucune analyse forensique sérieuse ne soit menée. Comme si la découverte de 1856 et les centaines d'autres qui lui ressemblent avaient par accident mis au jour un chapitre de l'histoire qui n'était pas censé refaire surface. Un chapitre plus ancien que la chronologie amérindienne acceptée, plus complexe que le récit simpliste de tribus isolées, plus dérangeant que l'archéologie conventionnelle ne voulait l'admettre. Le temps d'un bref instant, en 1856, la terre de l'Iowa s'entr'ouvrit juste assez pour le montrer. 8 squelettes aux proportions gigantesques, préservés dans une voûte qui n'aurait pas dû exister, bâtis par des mains que nous ne pouvons plus identifier. Mais au lieu d'étudier ce qu'elle livrait, on la referma. On la combla, on bâtit par-dessus, on oublia ou on fit semblant d'oublier. Car si l'Iowa était le foyer d'une civilisation de géants, la vraie question n'est pas ce qui fut découvert en 1856. C'est ce qui dort encore sous les terres agricoles de l'Amérique. Quelles autres voûtes? Quelles autres chambres funéraires? Quelles autres preuves furent discrètement effacées avant l'avènement des appareils photo et de l'archéologie systématique? Les géants de l'Iowa ne furent pas qu'une curiosité de la frontière. Ils furent un entrebâillement, bref, accidentel, sur une version de l'histoire qu'on n'était pas censé voir, et cet entrebâillement est aujourd'hui votre indice, votre carte, votre invitation à tout remettre en question sur ceux qui ont foulé ce continent avant nous. Car si c'est là ce qui a survécu sous un simple chantier iowaien, imaginez ce qui sommeille encore sous tout le reste. Quelque chose de déplacé, quelque chose hors du temps, quelque chose qu'on a préféré enterrer plutôt